Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. OK, Katy Perry est revenue sur Terre. Là, on va parler de choses sérieuses avec Nathalie Ouellette, astrophysicienne et directrice adjointe de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de revenir à l'émission, Nathalie, parce qu'on s'est parlé de Katy Perry. On a perdu du temps, toi puis moi. Hein? J'ai vu que tu perdais patience. Tu roulais des yeux. Tu disais, pourquoi il m'invite à parler des niaiseries? Ça va être plus agréable aujourd'hui. OK, parfait. Alors, raconte-nous une équipe de Cambridge qui étudie l'atmosphère d'une planète appelée K2... Sacrement, attends, faut que je mette mes lunettes. K2-18b, là. C'est quoi cette histoire-là, Nathalie? C'est quoi l'histoire du nom ou c'est quoi l'histoire de la planète? Non, du nom, c'est une histoire pour le nom, je suis curieux. Je sais pas comment vous nommez ces planètes-là. Un, mais deux... Il y a un système. Mais oui, la planète est... Oui, il y a un système. Donc, K2, c'est la mission K2 du télescope Kepler. Donc, la planète, en premier, a été étudiée par le télescope Kepler pendant sa mission K2 et c'est la 18e planète à être étudiée pendant cette mission. Merci pour l'information. T'es vraiment une personne fiable. Alors, cette foutue planète, finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une découverte de vie extraterrestre? Faut faire attention. Donc, et puis, tu me mets en garde, là, ça va mal. L'équipe des Britanniques ont fait attention dans leur communiqué de presse aussi, mais c'est sûr que les médias peuvent s'emballer quand tu perds contrôle de ton message, puis il y a des extraterrestres dans le message. Ouais, voilà, les médias, voilà. Pas fiable. Donc, c'est un signe possible d'une molécule qui s'appelle le sulfure de diméthyle. Donc, c'est quoi ça? On en a sur Terre du sulfure de diméthyle et sur la Terre, ça la donne que la seule façon qu'on peut produire cette molécule, c'est avec de la vie biologique. Donc, soit des bactéries, soit du plancton. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des bactéries ou du plancton sur cette planète qui produisent cette molécule? Pas nécessairement. Peut-être qu'il y a d'autres processus chimiques, géologiques, peu importe, qui nécessitent pas la vie là-bas, qui peuvent le créer, mais on n'a pas encore trouvé la manière que ça peut faire. Donc, c'est quand même un signe intéressant si le signal est vrai. C'est pas la première fois qu'ils ont détecté la molécule. En septembre 2023, ils l'ont faite, mais là, la détection est encore plus forte avec les données du télescope James Webb. Donc, c'est quand même encourageant. À quel point, Nathalie, il faut rappeler aux gens là, que toi, tu es toujours en charge là, au nom du Canada d'analyser une partie des données du télescope James Webb. Je suis en charge des communications. Je suis comme le pont entre l'équipe scientifique et le public. OK, parfait. C'est pour ça que tu es avec nous en passant. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est à quel point le télescope James Webb, à quel point il est puissant? Il est incroyablement puissant. C'est le plus gros télescope qu'on a jamais envoyé dans l'espace. Et c'est vraiment une machine pour étudier les exoplanètes en particulier. Il fait plein de choses différentes. Il étudie les étoiles, les galaxies, des objets dans notre système solaire. Mais une grosse différence entre lui et, par exemple, le télescope Hubble, qui fonctionne encore, c'est que Hubble a été créé avant même que la première exoplanète a été détectée. Donc, on n'a pas conçu les instruments avec les exoplanètes en tête, tandis que James Webb, lui, a vraiment été conçu pour étudier l'atmosphère des exoplanètes et potentiellement trouver des signes de vie extraterrestre. OK, question niaiseuse, t'es habitué, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de question niaiseuse. Ah oui, check bien ça. C'est quoi une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui est à l'extérieur de notre système solaire, qui orbite une étoile autre que notre Soleil. Donc, nous, dans le système solaire, on a 8 planètes, mais il y a d'autres systèmes solaires autour d'autres étoiles avec des exoplanètes. OK, donc cette K2-18b, là, je lisais 2,5 fois plus grand que la Terre et se trouve à 700 milliards de milles, soit 124 années-lumière de nous. Pourquoi on en parle? On ne verra jamais la couleur de ce sol. En effet, on n'étudie pas les exoplanètes dans le but d'y aller. Ça, c'est quelque chose qu'on dit toujours parce que il y en a, que je nommerai pas, qui veulent vraiment aller coloniser d'autres planètes comme si... tu sais de qui je parle. Comme si c'était un bon plan B. On peut se foutre de notre Terre et puis aller ailleurs. Les astronomes, les vrais scientifiques, ce n'est pas notre but. On ne veut pas aller aux exoplanètes.
Mais pour mieux comprendre la Terre, on a besoin du contexte. Si on étudie un seul humain, c'est le fun, on connaît cette personne-là, mais on doit comparer aux autres humains pour voir comment cette personne-là a évolué, c'est quoi l'environnement de cette personne-là. C'est la même chose pour la Terre. Donc, en comprenant la panoplie de planètes et d'exoplanètes qui existent, on peut mettre la Terre plus en contexte et, bien sûr, répondre à la grande question, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ouais. Cette question-là, qu'est-ce que ça signifie pour l'espèce humaine de trouver de la vie, même la vie très primaire, là, ailleurs dans l'univers? Je pense que c'est une curiosité qui a toujours existé pour l'humain. Depuis qu'on regarde le ciel, on se demande qu'est-ce que là-haut, est-ce que quelque chose d'autre? Nous, les scientifiques, on a grand espoir que si jamais on fait cette découverte, ça pourrait unifier l'humanité. Hmm. On a vu que dans des moments difficiles comme des pandémies, on n'a pas nécessairement eu les bonnes réactions, les réactions auxquelles on aurait pu espérer d'unification. Mais la science, on est toujours optimiste et donc on espère que répondre à cette question, ça peut unifier un peu le genre humain et dire, waouh, il y a quelque chose au-delà de nous à explorer de manière respectueuse. Est-ce que ça mettrait fin au concept des religions? Non, et j'ai beaucoup de collègues, surtout aux États-Unis, qui sont astronomes, scientifiques, qui sont des personnes religieuses ou spirituelles, donc qui sont capables de concilier leur religion et la science ensemble. Tout simplement, la façon que eux ils voient, c'est qu'ils étudient l'œuvre de Dieu à travers la science. OK. Fait que Dieu nous a fait à son image, en tout cas pour la religion catholique, là, mais la bactérie aussi. Oui, potentiellement. Donc, chaque scientifique trouve son compte OK. dans ces choses-là. On s'obstinera pas là-dessus, Nathalie, c'est correct. Ouais, c'est correct. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on en saura plus sur la K2-18b d'ici un an ou deux? Oui, donc c'est une cible super intéressante. On l'a déjà étudié à l'Université de Montréal aussi, avec des données du télescope Hubble, justement. Et donc là, on a une détection intéressante, mais qui n'a pas encore franchi le seuil de vraiment critique en science, qu'on peut dire la détection est solide. Donc, on a besoin de plus de données, plus de temps, une vingtaine d'heures environ de plus avec le télescope James Webb en utilisant d'autres instruments. Donc, l'équipe va demander plus de temps pour pouvoir vraiment solidifier cette détection. Oui. On voit des images à l'écran, Nathalie Ouellette, présentement, mais les couleurs sont spectaculaires. Hein? Est-ce que James Webb, le télescope, voit ça en couleur ou c'est en noir et blanc ou c'est on alterne les données? Comment ça fonctionne? Donc, qu'est-ce qui est particulier avec James Webb, c'est qu'il regarde dans l'infrarouge. C'est un type de lumière qui est invisible pour nous. Tandis que Hubble, lui, regarde dans la lumière visible. Donc, lorsque James Webb prend une image, c'est une image en noir et blanc dans une couleur infrarouge spécifique, mais pour pouvoir créer ces belles images, il doit assigner une couleur visible pour l'humain à la couleur infrarouge invisible. Donc, c'est une fausse couleur dans le sens qu'on doit transférer l'infrarouge au visible, mais Webb, lui, peut regarder dans l'infrarouge. Mais est-ce que ce sont les vraies couleurs ou c'est une interprétation des données qu'il obtient? On est forcé de faire une interprétation parce que si je te montrais une image infrarouge, tu trouverais ça bien plate bien longtemps parce que ça serait invisible pour toi. Oui. Avant qu'on se quitte, dernière question, Nathalie Ouellette. On en a parlé beaucoup là, cette semaine, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que vous le mettez en œuvre pour comprendre l'univers? Oui, pour nous, en astronomie, c'est très utile, en fait, parce qu'on a tellement des quantités incroyables de données que de mettre un étudiant là-dessus, ça prendrait un temps infini. Donc, on fait un ménage préliminaire souvent dans les données avec l'intelligence artificielle ou l'intelligence par apprentissage machine, par exemple. Donc, c'est très utile pour nous, mais reste que il n'y a pas de remplacement pour l'œil humain pour certaines choses ou l'esprit critique humain. Donc, c'est vraiment un concert main dans la main entre l'IA et l'astronome. OK. Dans combien d'années ça va dominer le monde? J'espère que ça va prendre un bon bout de temps encore. Pour nous,
c'est un outil super intéressant. Mais c'est très... il y a des problématiques éthiques, c'est sûr. Il faut faire attention. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre l'univers ou c'est juste les données qu'on lui fournit que l'intelligence artificielle peut interpréter? Vraiment, en ce moment, c'est seulement les données parce que l'IA, on doit lui apprendre en premier lieu. Ouais. Donc, on lui dit c'est quoi notre compréhension de l'univers, c'est quoi les lois de la physique. Donc, il ne peut pas encore créer. Mais des fois, si on lui donne plein de données, il peut sortir une interprétation que nous, on n'aurait pas pensé. Donc, il y a des choses à faire encore, mais l'humain doit tenir la main de l'IA. T'es bonne, tu me donnes espoir. Astrophysicienne Nathalie Ouellette, un gros merci Nathalie. À la prochaine. À la prochaine.